Bonjour, donc deuxième partie de ce cours du 8 décembre, alors qui va nous faire là pénétrer dans un monde, c'est le cas de le dire, complètement différent de ce que nous avons ces derniers temps exploré et analysé. Nous entrons donc dans la partie numérotée, d'ailleurs je vais bientôt mettre le plan sur mon blog, sur le site de l'UTL, donc tout le monde pourra consulter le plan avec ses parties et sous-parties et sous-sous-parties numérotées un petit peu curieusement. C'est la partie 3.4.5 que j'intitule le monde vécu. 3.4.5, le monde vécu. Alors, cette notion de monde vécu, je viens de le dire, va nous transporter dans un univers qui n'a vraiment rien à voir avec ce dans quoi nous nous sommes jusqu'à présent déplacés. Ce monde vécu est une notion dont la dénomination sera fréquemment trouvée, si vous approfondissez un peu le sujet, en langue allemande. En allemand, ça se dit Umwelt, en un seul mot, U majuscule, M-W-E-L-T, Umwelt. Et ce sera le titre de la section 3.4.5.1, 3.4.5.1, l'Umwelt. Alors, résumons brièvement les étapes par lesquelles nous sommes passés, mais cette fois-ci très brièvement, je vous le promets. Quand le monde n'est pas l'univers tout entier, signification que prend le mot, par exemple, chez Descartes ou chez Leibniz. Quand le monde n'est pas cet univers tout entier qui nous contient, il en est une partie caractérisée par des propriétés sans lesquelles on ne peut pas véritablement parler de monde au sens propre. Ces propriétés sont les suivantes. Un monde est une unité structurale d'éléments qui ont d'abord une individualité, qui sont individués, comme on le dit dans la langue philosophique, et qui sont en interaction les uns avec les autres. C'est cette notion de monde comme partie de l'univers que nous avions analysée à partir de références à des auteurs aussi différents et même aussi, on peut dire, diamétralement opposés que Épicure et Lucrèce, par exemple, ces représentants du matérialisme atomiste de l'Antiquité, et d'autre part, souvenez-vous ce que nous avions dit à propos du monde en partant des analyses que conduit Jean-Paul Sartre dans l'imaginaire. Donc, lorsque le monde n'est ni l'univers, ni une partie de cet univers, il est, et c'est le concept que nous en avons trouvé chez Cournot, il est, mais alors seulement en tant qu'opposé à la notion de nature, la nature étant définie comme le régime de la nécessité légale, le régime des lois que cherche et que découvre la science quand elle y arrive, eh bien, opposé à la nature, le monde, c'est cette succession historique, singulière, d'états et d'événements. En l'une quelconque des significations que je viens de rappeler, le monde est quelque chose dont nous constituons une partie, dont nous formons une partie. C'est-à-dire que, entendu en ce sens, le monde est quelque chose au sein de quoi chacun de nous occupe une place circonscrite, limitée, fort ou limitée d'ailleurs, il faut bien l'avouer, dans l'espace et dans le temps. Nous existons dans ce monde dans les limites fort étroites que nous a assignées ce qu'on pourrait appeler la destinée ou plus simplement, plus bêtement, le hasard. Mais si nous sommes logés dans ces mondes, si nous en sommes une partie, en réalité, nous ne vivons véritablement dans aucun de ces mondes-là. Nous ne pouvons pas dire que nous les habitons si nous entendons ce verbe habiter au sens plein, complet du terme en français.
Sans doute, nous avons, dans le monde pris dans les significations précédentes, nous avons notre place et nous avons notre vie biologique. Nous avons notre vie sociale, notre vie intersubjective, nos échanges avec les autres humains. Nous avons notre vie politique, par exemple, notre vie publique et notre vie privée. Eh bien, tout cela prend place à l'intérieur de ces mondes. Mais aucun de ces mondes ne peut se définir comme l'ensemble des choses auxquelles nous avons effectivement affaire, ou du moins auxquelles nous avons directement et immédiatement affaire. Immédiatement étant à prendre ici au sens étymologique, c'est-à-dire directement sans intermédiaire. Par exemple, il est certain que la Terre sur laquelle je marche est une planète qui gravite autour du Soleil, qui est, cela est tout aussi certain, l'une des quelques dizaines de milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie. Bien, cela relève de ces données que la science met à notre disposition. Nous savons en outre que cette galaxie est occupée, le centre de cette galaxie était occupé par un trou noir supermassif dont la masse, ce que veut dire supermassif, est environ de 3,5 millions de masse solaire. Nous savons aussi que la plus proche des étoiles de cette galaxie, c'est l'étoile alpha du Centaure, qui est située à, je crois, 4,3 années-lumière du système solaire. Mais en vérité, aucun de ces objets, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, ou l'étoile alpha du Centaure, qui est pourtant beaucoup plus près, aucun de ces objets n'appartient véritablement à l'ensemble des choses qui me concernent. Bien sûr, ces objets, j'en ai éventuellement une connaissance si j'ai été amené à m'intéresser à la science astronomique, si par exemple j'ai eu l'occasion de les rencontrer en regardant telle émission de vulgarisation à la télévision, en écoutant une émission de ce genre à la radio ou en lisant un article dans un journal qui me parle des dernières découvertes de l'astronomie. Mais ces objets ne font pas partie de ce par quoi je me sens concerné, ils ne font pas partie de ce qui a pour moi véritablement du sens. En revanche, le Soleil et la Lune font partie de ce à quoi j'ai directement affaire. Le Soleil qui m'éclaire, le Soleil qui me chauffe, le Soleil qui peut m'être caché par les nuages, la Lune devant laquelle je peux rêver, par exemple, ou dont je peux croire, même si cette croyance, je vous le dis tout de suite, est totalement dépourvue de fondement, mais la Lune dont je peux croire, par exemple, qu'elle exerce une influence sur la fréquence des naissances ou sur la pousse des végétaux, par exemple, ou des cheveux, eh bien, ces astres, le Soleil et la Lune, font partie des choses, de l'univers des choses auxquelles j'ai affaire. Je pourrais prendre d'autres exemples. Par exemple, je sais, moi, tout professeur de philosophie que je suis, je sais qu'en permanence, constamment, les mers, les océans sont sillonnés par des navires marchands, des navires de guerre. Mais le trafic maritime, ça ne me concerne pas. Je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Par exemple, bon, j'ai beau avoir fait une carrière de professeur, ce qui appartient au monde vécu, au monde effectivement présent à un professeur, par exemple d'histoire, prenons par exemple les divisions administratives de la France sous l'Ancien Régime, ça ne fait pas partie de mon monde. Je sais plus ou moins vaguement que les divisions administratives de la France actuelle conservent quelque chose des anciennes circonscriptions administratives de l'Ancien Régime. Je sais par exemple ce que c'est qu'une paroisse, mais en tant que citoyen français du XXe siècle, et surtout en tant, par exemple, que penseur plutôt athée, l'idée de paroisse, si vous voulez, ne fait pas partie des choses auxquelles j'ai affaire. Voici donc qu'apparaît un tout nouveau concept du monde. L'ensemble des choses auxquelles nous avons directement, immédiatement affaire. D'abord par la perception, les choses que nous percevons. Ensuite,
les choses auxquelles nous avons affaire par la somme des intérêts dans lesquels nous sommes engagés. Et enfin, les choses qui ont un sens en tant qu'elles sont pour nous, par exemple, objets possibles de désir, donc de poursuite, de quête, de buts, de fins diverses et variées. Eh bien, tout cela, ça constitue en effet ce que je peux appeler mon monde vécu. Ce monde vécu est évidemment différent pour chacun des vivants, pour chacun des humains vivants. Par exemple, dans le monde vécu d'un marin-pêcheur existent bien sûr les poissons, la mer, les courants, les récifs. Pour moi, ça existe tout ça. D'abord parce que comme professeur, par exemple, quand j'allais à la cantine de mon lycée, je mangeais du poisson dont je savais bien qu'il avait été pêché par un marin-pêcheur. De la même façon, par exemple, que le marin-pêcheur sait bien qu'il existe des professeurs, parce qu'il est allé lui-même à l'école, peut-être au collège et au lycée, parce qu'il a des enfants, eh bien, il sait qu'il y a des professeurs dont il imagine plus ou moins probablement qu'ils travaillent dans des bureaux et que sur leur table s'entassent des copies, puisque, par exemple, les enfants de ce marin-pêcheur lui rapportent des copies corrigées, notées, et que peut-être il y jette de temps en temps un œil. Donc, tout cela existe, bien sûr, mais les copies du professeur pour le marin-pêcheur, les marées, les récifs et les courants marins pour un professeur de philosophie, tout cela, ça existe, je dirais, au titre d'éléments d'un décor dont il faut bien avouer qu'il reste dans la plupart du temps, dans la plupart des cas et pour la plupart du temps, il reste un élément purement extérieur. Ça existe, mais de façon assez confuse, assez floue, assez distante, un peu à la manière dont, par exemple, vont exister les signaux déposés le long de la voie ferrée pour le passager du train. Les signaux font partie, alors là, directement et immédiatement, du monde du mécanicien qui conduit le train. Mais pour le passager, ils existent, ils défilent, mais ils sont des éléments qui n'ont pas plus de réalité pour lui que, à moins qu'il s'y intéresse directement, que les nuages dans le ciel à ce moment-là, qui ont d'ailleurs pour le voyageur dans le train certainement beaucoup plus un sens d'existence, beaucoup plus une intensité d'existence que les signaux disposés le long de la voie. De la même façon, par exemple, pour celui qui écoute ou qui regarde d'un œil plus ou moins distrait le journal télévisé de 20 heures en prenant son repas ou en préparant la cuisine, eh bien, le conflit israélo-palestinien peut tout d'un coup la débarquer dans son environnement, dans le paysage, mais comme quelque chose qui fait partie du décor, là encore, de l'arrière-fond de son monde vécu. Et il y a même une infinité d'éléments de la réalité objective qui n'existent pour chacun d'entre nous que sous la forme d'un vague bruit de fond qui émane, qui sourd de l'horizon lointain de la réalité, qui vient comme une espèce de bruit de fond du fond des choses, Et c'est en ce sens qu'on va dire, par exemple, de quelqu'un qu'il vit dans son monde ou qu'il ne sort pas de son petit monde. Et au fond, c'est le sort, c'est la condition de chacun d'entre nous. Chacun vit dans son petit monde, chacun existe dans son monde vécu. Et vous savez qu'il y a de grandes différences entre les individus au point de vue de la capacité à s'extraire de ce monde, à vivre en dehors du monde. Vous savez, je ne veux pas me comparer à un si grand esprit, il n'en est pas question, mais Sartre écrit dans les mots, et je pourrais dire la même chose d'une certaine façon que lui. Sur ce plan, je pourrais dire la même chose que Sartre lorsqu'il écrit dans les mots j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Bon, c'est probablement vrai pour moi aussi, et il y a une certaine manière, d'ailleurs, de vivre dans un monde de livres qui revient très exactement à ne vivre que dans ce monde et à n'être jamais capable d'en sortir. On ne connaît le monde que d'une connaissance qu'on appelle, l'adjectif est tout à fait approprié, d'une connaissance livresque. Il arrive de temps en temps que le monde de l'un
pénètre sans crier gare dans le monde de l'autre. Je suis par exemple fonctionnaire, père de famille, je pars en vacances avec ma voiture bourrée de bagages, les enfants assis aux places arrière, les vélos sur le toit, voilà, tout le monde est content, on part en vacances, font partie de mon monde vécu. Évidemment, par exemple, mon conjoint, ma femme, mon mari assis à côté, qui conduit ou qui est passager, mes enfants derrière, les objets que transporte ma voiture, ils font partie de mon monde aussi. Par exemple, le lieu d'où je viens, par exemple la ville, si je suis citadin, et celui où je me rends, la mer ou la montagne, si je vais passer mes vacances par là-bas. Tout ça constitue mon monde. Je suis dans mon monde, tout le monde est bien content d'y aller, tout le monde est bien content de partir, de quitter la ville, de se rendre à la mer ou à la montagne, on parle de ça, etc. Et puis tout d'un coup, j'arrive au péage et là, bon, tout est barré, des tracteurs en travers de la route, des charrettes, des banderoles, des gens qui me parlent de choses qui, a priori, n'avaient pas de raison directe de me préoccuper ou de m'intéresser. C'est tout d'un coup le monde paysan qui débarque dans mon petit monde de fonctionnaire, père de famille, vacancier en partance. Ce monde paysan va pénétrer par des objets, par des personnes qui vont me dire des choses que je ne savais pas, qui vont me faire état de leurs angoisses, de leurs soucis, de leurs préoccupations, de leurs revendications. Le monde paysan va entrer dans ma voiture sous des espèces d'un tract qui va être glissé par la fenêtre que je vais consentir à ouvrir pour savoir de quoi il s'agit là, maintenant. Et bien là, c'est un monde, le monde paysan, qui débarque dans mon monde à moi au moment où je m'y attendais le moins. Ce qui veut dire que chaque réalité humaine, chaque subjectivité humaine constitue le centre, est le centre d'une réalité qui forme autour d'elle une espèce de halo dont la densité va décroître, va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne des objets auxquels cette subjectivité humaine a directement et immédiatement, c'est-à-dire fréquemment, éventuellement quotidiennement, et plus ou moins intensément affaire. Ce halo, c'est une somme, une collection, par certains côtés disparates, mais par d'autres côtés aussi assez solidement unifiés. C'est une collection d'objets dont j'ai une expérience plus ou moins directe, plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Ce qui veut dire que le monde que je suis en train d'appréhender dans cette signification, c'est exactement ce qu'on appelle un point de vue. C'est un point de vue qui constitue le monde. C'est un point de vue et, en ce sens, la conséquence qui en découle immédiatement, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux mondes humains vécus identiques. Au sens, dans les significations précédentes de la notion de monde telle que nous l'avions définie précédemment, alors aussi bien quand il s'agissait de l'univers, chez Descartes ou chez Leibniz, au sens où il s'agissait d'une partie de cet univers, chez, par exemple, Épicure ou Lucrèce, au sens même que définit Cournot, le cours historique de ces événements singuliers au sein desquels je suis pris, eh bien, ce monde était le même pour tout le monde. Nous avions, vous et moi, le même monde. En tout cas, nous vivons dans le même univers. Nous marchons sur la même planète. Nous tournons autour du même soleil. Oui. Alors, au sens de Cournot, nous ne sommes peut-être déjà plus tout à fait exactement dans le même monde parce que nous ne sommes pas pris dans les mêmes réseaux de succession événementielle. Mais enfin, grosso modo quand même, nous sommes, si vous voulez, dans le même bateau. Mais en ce sens-là, en ce sens du mot monde que je suis en train d'essayer de vous faire approcher, là, nous ne sommes plus du tout dans le même monde. Deux mondes humains distincts sont radicalement différents l'un de l'autre, même si bien sûr il existe des éléments communs. Par exemple, je parle ici le dos à des étagères sur lesquelles se trouvent des livres que vous voyez aussi, que certains d'entre vous d'ailleurs qui m'écoutent ont vu parce qu'ils sont déjà venus chez moi. Mais enfin, même s'il y a cette intersection
du monde. Par exemple, vous pouvez voir que vous pouvez peut-être apercevoir ici ou là dans mon bureau, même si j'ai dissimulé l'essentiel, des objets que vous connaissez. Par exemple, certains, oui, non, la lumière empêche de voir que là-haut, ici, alors j'ai du mal, là-haut ici, vous avez par exemple une boîte dans laquelle se trouve l'intégrale de l'œuvre de Johnny Cash. Là, bon, alors certains ont peut-être ça chez eux. C'est une intersection entre nos mondes. Mais enfin, il n'en reste pas moins que Johnny Cash, pour ceux d'entre vous qui aimeraient Johnny Cash et pour moi, ce n'est pas le même Johnny Cash, parce que je ne l'ai pas découvert dans la même occasion que vous, je ne l'écoute pas dans le même état d'esprit que vous, je ne l'aime peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, même si vous l'aimez beaucoup, même si vous l'aimez pour des raisons qui approchent celles qui me le font apprécier, il reste que le Johnny Cash de Patrick Dupuy n'est pas le Johnny Cash de X, Y ou Z, aussi proche soit-il de moi socialement, par l'âge, par le métier, etc. Tout cela est certain, un monde humain est unique, et c'est pour ça que d'ailleurs que des mondes humains qui se rencontrent ne peuvent jamais, en aucun cas, fusionner jusqu'à ne faire qu'un seul et même monde. Même dans la rencontre amoureuse, qui est une expérience privilégiée du contact, et même plus que du contact, de l'interpénétration intime de deux mondes, même dans ce cas, il n'y a pas fusion des mondes. Chacun reste, eh bien, je dirais, titulaire, et même, on va dire, source et origine de son propre monde, ne serait-ce que parce que l'autre est dans mon monde, et cet autre qui est dans mon monde, comme autre aimé, n'est pas dans son monde à lui, ou plutôt, il n'y est pas de la même manière. Certes, par exemple, l'autre que j'aime s'aime aussi lui-même, mais il s'aime certainement d'une façon complètement différente de celle dont je l'aime moi. Vous savez, il y a une blague du chat comme ça, où vous avez le chat qui tient sa chatte par l'épaule, la chatte lui dit « je t'aime » et le chat lui répond « moi aussi, je m'aime ». Bon, oui, mais ils ne s'aiment certainement pas l'un et l'autre. Ils s'aiment très légitimement d'ailleurs l'un et l'autre, mais pas de la même façon, c'est évident. Et donc, deux mondes humains ne peuvent en aucun cas jamais ne faire plus qu'un seul et unique monde. Alors, il est évident que nous nous trouvons ici devant une notion radicalement nouvelle, totalement inouïe de ce qu'on peut appeler un monde. Et cette notion, nous la devons principalement, alors on peut toujours trouver des précurseurs, on peut toujours remonter à des prémonitions antérieures, mais cette notion de monde, nous la devons à un philosophe du XXe siècle, qui est certainement d'ailleurs même en fin du XXe siècle. Il est né en 1859 et il est mort en 1938. Il s'appelle Edmund Husserl. Husserl, ça s'écrit H-U-2-S-E-R-L. Edmund Husserl, donc, certainement l'un des tout plus grands philosophes du XXe siècle, peut-être même de l'avis de certains, le plus grand de tous. Mais enfin, moi, je ne suis pas ici pour décerner ce genre de prix. Donc, ce philosophe, Edmund Husserl, eh bien, a théorisé, il a thématisé cette notion de monde et il l'a théorisé au point d'en faire le socle. Alors, ce n'est pas évidemment à partir de ce seul concept de monde qu'il va produire cela, mais au point d'en faire le socle d'une philosophie nouvelle, d'un courant philosophique nouveau et d'une méthode philosophique inédite. Cette philosophie, ce courant philosophique, cette méthode philosophique ont un nom et ça s'appelle la phénoménologie. Voilà. Phénoménologie, c'est le nom de cette méthode, de ce courant et de cette philosophie qu'on doit à Edmund Husserl, dont certains d'entre vous savent peut-être qu'elle a fleuri donc dans la première moitié du XXe siècle et que du vivant même de Husserl, avant même que Husserl ne disparaisse de cette terre, elle a essaimé et elle a produit d'abord des disciples, mais des disciples d'une extraordinaire fécondité, des disciples qui n'étaient pas seulement des sectateurs, qui n'étaient pas simplement des imitateurs ou des partisans, mais des disciples qui ont produit eux-mêmes leur philosophie originale,
qui entretient avec la philosophie première de Husserl un lien plus ou moins direct, plus ou moins étroit, mais un lien de filiation évident, puisque sans la figure de Husserl et sans les investigations phénoménologiques de ce Husserl, aucun des noms que je vais citer maintenant n'aurait pu produire la philosophie qui a fait sa renommée. On pense évidemment d'abord à celui qui fut l'étudiant de Husserl, même si ce fut un étudiant pas toujours très reconnaissant, mais enfin, il s'agit d'un grand philosophe aussi, assurément, bien que moi je ne le tienne pas dans l'estime où le tiennent certains. Bon, Alain Finkielkraut vous dira que Martin Heidegger est le plus grand philosophe du XXe siècle. Je ne crois pas du tout. Je pense que Husserl est plus grand, et je pense aussi, par exemple, que des gens comme Bertrand Russell ou Carnap ou Wittgenstein sont de plus grands philosophes que Heidegger. Mais encore une fois, ces discussions n'ont pas forcément un très grand intérêt. Heidegger, donc, est quelqu'un à qui Heidegger doit directement d'exister, qui est Jean-Paul Sartre. Il faut ajouter Merleau-Ponty, il faut ajouter Emmanuel Lévinas, mais aussi, par exemple, Paul Ricoeur, et d'autres penseurs plus éloignés, comme ceux qui appartiennent, par exemple, à ce qu'on appelle l'école de Francfort, et on peut penser à Jürgen Habermas. Mais il faudrait citer d'autres noms qui, aujourd'hui, encore se réclament de la phénoménologie, se situent dans le courant phénoménologique, dont il faut dire qu'il n'a jamais cessé d'être actif et d'être fécond depuis les travaux de Husserl jusqu'à nos jours. Alors, je vous laisse vous renseigner sur la personne de Husserl par d'autres voies. Je ne vais pas vous raconter sa vie. Vous savez, je pourrais dire de Husserl le plus intéressant, c'est ce que disait Heidegger dans son cours sur Aristote. Il est né, il a travaillé et il est mort. Bon, il m'intéresse plus de parler de l'œuvre de Husserl que de son existence, même si cette existence a un intérêt, ne serait-ce que parce que son identité de philosophe juif l'a placé évidemment comme philosophe allemand dans une situation particulière, vous imaginez bien, dans les années 1930. Il a connu, eh bien, alors sans doute de façon moins immédiatement violente du fait de sa position, mais il a connu le devenir, le sort de ceux qui appartenaient à la communauté juive dans l'Allemagne des années 1930. Il a été radié du corps professoral et il est mort sans avoir connu la guerre, mais en ayant déjà subi les persécutions consécutives à l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne. Alors, on doit à Husserl d'avoir, je disais, thématisé, théorisé cette notion de monde vécu. Alors, monde vécu, ça se dit en allemand, je vous donne une expression allemande parce que vous les rencontrerez peut-être si vous lisez des textes philosophiques où l'on ne se préoccupe pas toujours de traduire ces expressions. Ça se dit Erlebte Welt. Erlebte, ça s'écrit E-R-L-E-B-T-E. E-R-L-E-B-T-E, Welt, W-E-L-T. W avec une majuscule puisque c'est un substantif. Erlebte Welt, c'est le monde vécu. On dit aussi monde de la vie, Lebenswelt, Lebenswelt, avec une majuscule encore, L-E-B-E-N-S, W-E-L-T, et alors là, en un seul mot. Lebenswelt, le monde de la vie. Donc, c'est ce que nous devons ici à Husserl, ces idées de monde vécu, de monde de la vie, que je vais approfondir et à partir desquelles je serai conduit à des analyses qui sont les analyses de Husserl lui-même et qui vous emmèneront vers des terres inconnues et enfin probablement inconnues de la majorité d'entre vous et assez étranges. Vous verrez pourquoi et comment. Cette idée du monde de la vie, du monde vécu, se laisse approcher, alors, elle ne se laisse pas comprendre dans son intégralité, mais elle se laisse approcher à partir de la vie organique, de la vie biologique. Il faut lire ici, et Husserl le connaissait, un biologiste et philosophe allemand qui s'appelle Jakob Johann von, alors c'est un nom assez imprononçable et je m'excuse auprès de ceux qui savent, qui sauraient le prononcer correctement, Jakob Johann von Uexküll. Ça s'écrit U, majuscule bien sûr, E, X, K, U tréma 2 L. U, E, X, K, U tréma 2 L.
Jacob Johann von Uexküll, qui a vécu de 1864 à 1944. Et dans un ouvrage intitulé « Mondes animaux et monde humain », un livre de 1934, qui est toujours disponible, hein, traduit en français et très facilement disponible, même en livre de poche. Dans ce livre « Mondes animaux et monde humain », eh bien, von Uexküll développe cette notion de monde de la vie, mais sous la forme du concept d'Umwelt. Umwelt, U majuscule, M, W-E-L-T. Umwelt. Ce qu'on pourrait traduire par monde autour, si vous voulez. Umwelt, cette Umwelt, on peut l'appeler aussi milieu ambiant. Le milieu ambiant. Seulement attention, ce n'est pas le milieu, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le biotope au sens que les scientifiques donnent à ces termes. Ces termes ont un sens qu'on va dire objectif, c'est-à-dire qu'il est possible de les définir, il est possible même de décrire l'environnement d'un être vivant, de décrire le milieu dans lequel il vit, de décrire son biotope, indépendamment de cet être vivant lui-même. Alors que l'Umwelt, le monde ambiant, c'est le monde en tant qu'il est, on va dire, produit par cet être vivant lui-même, en tant qu'il est la production de la constitution propre de cet être vivant. Ce milieu ambiant, c'est le milieu, cette Umwelt, c'est le monde à l'intérieur duquel l'être vivant vit et agit. Mais c'est le monde dans lequel il vit et agit en tant qu'il est cet organisme appartenant à cette espèce et par conséquent constitué, conformé de telle ou telle façon. Tout ce que nous avons appelé environnement, biotope, von Uexküll a un nom pour cela en allemand, ça se dit Umgebung, U-M-G-E-B-U-N-G, Umgebung. On traduit quelquefois par entourage. Bon, ce n'est pas une traduction tout à fait satisfaisante, mais on traduit par entourage pour distinguer de monde ambiant ou de milieu ambiant. Le milieu ambiant n'est donc pas le biotope. En un sens, il n'en est qu'une toute petite partie, comme on va voir. Il n'en est qu'une petite partie, mais il n'en est même pas une partie. Il n'en est pas une partie parce que le monde ambiant d'un animal, par exemple, n'est pas une partie, certains éléments qu'on pourrait prélever dans son biotope et dont on pourrait dire « ça, c'est son monde ambiant ». Non. Pourquoi ? Parce que ce monde ambiant n'est pas à considérer du point de vue objectif d'un spectateur extérieur, il est à définir comme le monde que fabrique lui-même l'organisme, au contact de ce biotope, que fabrique cet organisme en tant qu'il est inséré dans ce biotope. Ce monde ambiant, ce milieu ambiant, c'est tout le système de ce que l'animal perçoit subjectivement, du fait de ses capacités sensorielles. C'est le système de ses intérêts spécifiques qui vont se traduire pour lui en comportement et en action. C'est tout, si vous voulez, ce qui fait sens pour cet être vivant. C'est tout ce qui fait sens pour lui. L'exemple classique, l'exemple traditionnel qu'on reprend toujours parce qu'il se trouve dans le livre de von Uexküll, c'est l'exemple de la tique. C'est l'exemple de la tique. Cet animal que connaissent bien ceux qui vivent dans la région et qui ont l'habitude de se promener dans les forêts, parce que c'est bien rare qu'on en revienne sans trimballer quelques-unes sur soi. Eh bien, l'Umwelt de la tique, il se réduit, dit von Uexküll, à 3 données. Il y a 3 éléments sont constitutifs et suffisent à constituer le monde ambiant, le milieu ambiant de la tique. Un élément olfactif, un élément tactile et un élément thermique. Olfactif parce que la tique est sensible et n'est sensible qu'à une odeur, qui est l'odeur de l'acide butyrique. L'acide butyrique, c'est la substance que produisent les glandes sudoripares, et donc l'odeur de l'acide butyrique, c'est l'odeur caractéristique des transports en commun aux heures de pointe. C'est l'odeur de la sueur. Voilà. Donc, la tique se laisse tomber de sa branche
au moment où elle perçoit cette odeur, qui est la seule odeur à laquelle elle soit sensible. Ensuite, de quoi elle se promène sur le corps du mammifère sur lequel elle s'est laissée tomber, et le choix de l'endroit où elle va se fixer est déterminé par la dimension tactile de son milieu ambiant, c'est-à-dire avec ou sans poil. La tique va se fixer préférentiellement là où il n'y a pas de poil. Donc, c'est une sensation tactile qui va déterminer son comportement. Ensuite de quoi, le comportement va être dicté par la troisième dimension de ce milieu ambiant de la tique, à savoir la chaleur. Elle va s'enfoncer dans le corps pour y prélever le sang, et elle le fait cela grâce à une sensibilité thermique. Elle va sucer le sang de son hôte, et puis elle se libérera de cet hôte et elle ira ailleurs pondre ses œufs et finalement mourir. Ce qui veut dire que l'umwelt de la tique se ramène à 3 types de données: odeur, contact, température. C'est ça à quoi la tique a affaire. C'est ce par quoi elle est directement concernée, c'est ce qui fait sens pour elle. Et Uexküll peut en tirer cette conclusion générale, je le cite: tout sujet tisse ses relations comme autant de fils d'araignée avec certaines caractéristiques des choses et les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence. Tout sujet tisse ses relations comme autant de fils d'araignée avec certaines caractéristiques des choses et les entrelace, ces caractéristiques, les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence. Soyez attentifs au verbe porter ici. Von Uexküll prend d'autres exemples, celui ce papillon, cette espèce de papillon de nuit, dont le système auditif est réglé sur la fréquence de ce système d'écholocation radar que possède la chauve-souris. Vous savez que les chauves-souris émettent des ondes radar qui leur sont répercutées soit par les obstacles, ce qui leur évite de s'y cogner, soit par les proies, ce qui leur permet de les capturer. Eh bien, afin d'éviter d'être capturé par la chauve-souris, pour échapper à son système de radar, eh bien, ce papillon de nuit a dans son monde ambiant, dans son umwelt, il y a une dimension qui est le son particulier. Je ne sais pas trop ce qu'un papillon de nuit entend quand il est frappé par ces ondes radar, mais le son produit par les ondes radar de la chauve-souris. Uexküll prend cet autre exemple du grillon mâle qui va se précipiter vers un haut-parleur qui diffuse le son du chant d'un grillon femelle et se montrer complètement indifférent à la présence visible du grillon femelle sous la cloche de verre à l'intérieur de laquelle on enregistre le chant de cette femelle. Ça veut dire que le spectacle visuel, l'objet visuel que constitue le grillon femelle ne fait pas partie de l'univers ambiant, du monde ambiant, de l'umwelt de ce grillon. Ça n'existe tout simplement pas pour lui. Alors que la dimension sonore de cette femelle, de ce partenaire sexuel, existe pour lui, évidemment, de façon privilégiée et peut-être même exclusive. Alors, ce réseau, nous dit Von Uexküll, porte l'existence de tout vivant. C'est son monde. Peu importe d'ailleurs à ce stade de savoir si le vivant a une perception consciente des éléments de ce monde. La question n'est pas de savoir ici si la tique, par exemple, sent l'odeur de la transpiration ou si elle a le contact de la peau comme nous l'avons nous consciemment. Au fond, peu importe. Je suis tout à fait persuadé que beaucoup d'animaux ont une conscience du monde qui les environne, mais pour la tique, je ne sais pas quel est son degré de conscience, quelle est son expérience subjective de l'odeur de la transpiration. Elle a peut-être une expérience subjective de ce type. En revanche, une chose est certaine, c'est que pour elle, toute autre odeur est inexistante. Alors, j'en ai ici terminé avec ces exemples et avec la référence à Von Uexküll. La prochaine fois, je me poserai la question suivante, mais nous, humains, à quoi, nous, humains, avons-nous affaire? Quel est notre monde, à nous, êtres humains?
quel est le monde vécu d'un humain et examiner cette question et y répondre. Ça nous conduira, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, à visiter des contrées assez exotiques, puisque je serai petit à petit, disons, en suivant les analyses de Edmund Husserl, je serai amené à vous présenter, à vous proposer l'affirmation suivante, qui d'ailleurs sert de titre à un petit opuscule qu'il a publié, un petit opuscule de quelques pages, bref, mais d'un niveau déjà un tout petit peu relevé philosophiquement, porte ce titre, et il faudra donc défendre cette proposition et la présenter comme porteuse de vérité. La Terre ne se meut pas. Voilà, la Terre ne se meut pas. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous conduire au pays des complotistes, des platistes, et je ne vais pas essayer de vous persuader que les thèses auxquelles la science a donné son accord depuis Copernic et Galilée, que ces thèses sont fausses et que, en réalité, il faut affirmer le contraire de ce que disaient Copernic et Galilée. Rassurez-vous, il ne s'agit pas du tout de ça, mais il s'agira de comprendre. Il ne va pas de soi de le comprendre, mais en suivant les étapes de l'analyse de Husserl, on y arrive très bien. Il s'agira de comprendre en quel sens il est vrai de dire que la Terre ne se meut pas. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, c'est-à-dire à la séance du 15 décembre 2020. Je vous remercie.